Et on sera en direct de Washington avec Mathieu Mabin. Nous sommes également avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique. Bonsoir à tous les deux. Mathieu Mabin, tout d'abord. Alors Mathieu, qu'on va retrouver dans quelques instants. On va d'abord retrouver David Rigoulet-Rose. Bon, alors Mathieu Mabin, on me dit que finalement Mathieu est ici. Mathieu, bonsoir. Washington parle de victoire majeure avec ce protocole d'accord qui a été rendu public par les autorités américaines. Mais est-ce vraiment le cas? Il y a quand même, on a l'impression, beaucoup de concessions qui ont été faites à l'Iran. Oui, alors je crois que dans un dossier comme celui-là, mais j'aurais aussi dit ça de l'Afghanistan, donc exceptionnellement je vais m'autoriser un petit point de vue un tout petit peu plus personnel que d'habitude. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens de désigner un vainqueur ou un perdant dans cette affaire. Surtout que de votre côté de l'Atlantique comme du mien, plusieurs facteurs nous rendent sans doute incapables au moment où nous parlons de compter les points, tout simplement. Parmi ces facteurs, il y a notamment l'opacité totale du conflit. Je suis toujours assez impressionné d'ailleurs par les certitudes assénées par quelques experts, alors que ce conflit se déroule très concrètement sans observateurs. Personne n'accompagne les délégations de négociateurs, personne n'est sur le terrain là où décollent les missiles et là où ils tombent. Et on ne peut pas dire que ni le Pentagone et encore moins l'Iran n'ont fait preuve de la plus grande transparence dans ce qui n'a guère plus que l'apparence d'une sorte de bagarre de communication de guerre, c'est-à-dire la communication qui est connue pour reposer sur le mensonge. Pardon pour cette parenthèse un peu longue, mais les commentateurs ont souvent tendance à asséner un propos toujours plus affirmatif quand l'information est justement relativement inaccessible. Alors maintenant, pour répondre brièvement mais très directement à votre question, bien sûr que les objectifs annoncés par Donald Trump au début des frappes, le 28 février, ces objectifs ne sont pas atteints. L'Iran disposera encore certainement longtemps de ses proxys, par exemple, d'une capacité certainement impossible à évaluer, à disposer de missiles balistiques également, capable d'atteindre jusqu'à l'Europe, on le sait. Et l'AIEA, sans être un grand visionnaire, rencontrera sans doute encore plus de difficultés à évacuer les capacités réelles de l'Iran dans le domaine nucléaire militaire. Maintenant, ce qui est indéniable, c'est que le régime iranien a été tout simplement décapité. Toutes les agences de renseignement des États-Unis considèrent que le régime a changé, puisque globalement, les religieux n'ont plus voix au chapitre et que l'Iran est désormais une dictature militaire. C'est en tout cas ce que sous-entendent les diplomates pakistanais ici à Washington, eux qui étaient, on le sait, aux premières loges quand même. Donc, s'il faut absolument raisonner en termes de victoire ou de défaite, l'Iran a beaucoup souffert militairement et économiquement jusqu'à sans doute la dépendance économique, et c'est sans doute ce que Washington a l'air disposé à combler dans ce mémorandum, pas encore signé d'ailleurs, en achetant la paix tout simplement, à défaut d'être parvenu à l'instaurer. David Rigoulet-Rose, dans ce mémorandum, on apprend aussi que Washington s'engage à faciliter un fonds de 300 milliards de dollars pour Téhéran en cas d'accord définitif. Comme l'a précisé Mathieu, ce protocole d'accord, il n'a pas encore été signé. Donald Trump dit qu'il va être normalement signé demain ou vendredi. Est-ce que l'Iran s'en tire quand même bien finalement après cette guerre qui a débuté fin février? Est-ce que le pays se retrouve dans une situation plus favorable parce qu'on a quand même le sentiment que les Américains ils voulaient en finir avec ce conflit? Oui, mais pour rebondir par rapport à ce que disait Mathieu Mabin, effectivement, il a tout à fait raison. Il faut se garder d'être trop affirmatif et tranché parce que la situation demeure quand même très compliquée, très complexe. Avec des attendus incertains. Il ne s'agit pas de désigner un gagnant, un perdant. En l'occurrence, les choses sont plus compliquées que ça, même si évidemment il y a des doutes et des interrogations qui surgissent. Vous évoquez un certain nombre de points, notamment sur les 300 milliards, savoir si finalement l'Iran était bénéficiaire. Oui, à un certain niveau, l'Iran est potentiellement bénéficiaire, mais ça ne veut pas dire que l'Iran sort gagnant de la confrontation. Sur le plan militaire, de toute façon, ça ne fait pas débat. L'Iran a été laminé militairement, donc l'enjeu est ailleurs.
Le régime a survécu, et Mathieu Babin a rappelé qu'il y a une mutation du régime, effectivement. Quand Donald Trump dit que le régime n'est plus le même, c'est vrai, pas forcément dans le sens où on l'entendait, mais incontestablement, il y a une mise à l'écart du clergé, ce qui ne veut pas dire que les négociateurs sont moins intransigeants, ils peuvent l'être plus à un certain niveau, mais ce qui est vrai, c'est que l'Iran a négocié parce qu'il était contraint. Et donc, on a beaucoup glosé sur l'urgence qu'il y avait pour Donald Trump de trouver une issue, mais c'est vrai également pour Téhéran, tout simplement parce que financièrement et économiquement, le régime est exsangue, et ça explique d'ailleurs justement l'empressement à demander le dégel d'un certain nombre de fonds sous séquestre. C'est pas un hasard. Et donc, c'est le vrai levier, en fait, dont disposent les Américains aujourd'hui dans le cadre de négociations, puisqu'il ne s'agit pas d'un accord, mais d'un protocole d'accord, qui peut faire l'objet, d'ailleurs, d'ajustements, comme dans les affaires. Hein. Ce n'est pas un texte définitif. Et il y a une déclaration intéressante du président Donald Trump qui dit que certains points de l'accord ne sont pas mentionnés explicitement. Ils sont implicites et ils sont tacites des deux côtés, et que les Iraniens auraient à respecter un certain nombre de clauses tacites, faute de quoi il y avait le risque d'une reprise des hostilités. Alors on peut penser que c'est uniquement du verbe, mais pas nécessairement. C'est là où effectivement il y a une élasticité de l'accord qui peut profiter aux deux parties ou nuire aux deux parties. Oui, voilà, Mathieu Mabin, David Rigoulet-Rose l'a dit, pour l'instant, il y a encore une élasticité de cet accord. Les deux parties s'engagent à négocier un accord final sous 60 jours. Et ce délai, il pourrait même être prolongé. Donc clairement, la paix, on n'y est toujours pas. Il y a encore plein de points qui restent à négocier très clairement. Le président américain qui est quand même resté aussi encore aujourd'hui menaçant vis-à-vis de Téhéran, comme vient de le dire David Rigoulet-Rose. Oui. Oui, absolument. Ce qui va se jouer dans les 60 prochains jours, ce n'est pas la paix, en fait, c'est la vérification. Le mémorandum, aujourd'hui, est avant tout un cadre. C'est de cela dont les deux parties avaient besoin. Et visiblement, ce cadre est atteint. En réalité, le dialogue va enfin pouvoir commencer. Alors, est-ce qu'il durera 60 jours ? Concrètement, pour avoir un peu parlé de Donald Trump ces dernières années, ce ne serait pas la première fois que ces 60 jours se transforment en 120, puis en 240, etc. Les deux camps ont accepté de suspendre les hostilités. Ça, c'est un point indéniable et c'est le point majeur. Et d'ouvrir une négociation par le même biais beaucoup plus détaillée sur le nucléaire iranien, notamment sur les sanctions américaines également, la libre circulation dans le détroit, évidemment, ce détroit d'Ormuz qui est devenu le problème qui n'existait pas avant le conflit, c'est sans doute le principal paradoxe de l'affrontement. Et puis surtout le calendrier des concessions réciproques, tout simplement. Vous l'évoquiez à l'instant. Le mémorandum contient toute une série de clauses dont Donald Trump ne tient pas particulièrement à faire la publicité puisqu'il contredit certains des objectifs qu'il s'était lui-même assignés en communiquant considérablement dans les jours qui ont suivi le 28 février. Le cœur du problème est donc là. Qui bouge en premier ? Qui concède le premier ? Mais c'est un peu comme ça depuis le début de l'histoire. Washington veut des gestes iraniens concrets sur l'uranium enrichi, évidemment, et des garanties vérifiables. Téhéran, de son côté, exige des allègements de sanctions vitales pour l'économie iranienne et donc pour la population iranienne. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et l'accès à ces avoirs gelés. Bon, même domaine. Les négociateurs vont donc passer 2 mois à peu près à discuter de la séquence exacte des mesures, point par point, pied à pied, et c'est précisément pour cela que Donald Trump reste menaçant. Parce que effectivement, l'argument de la massue, du marteau trumpien a quand même fonctionné. Et David Rigoulet-Rose, la question libanaise, elle n'est pas vraiment réglée avec ce mémorandum. Donald Trump, il a assuré aujourd'hui que l'État hébreu avait reçu une copie de ce texte d'accord. Il a vanté tout à l'heure son formidable partenariat avec Benyamin Netanyahou, parce qu'il faut rappeler que c'est avec l'État hébreu, avec Israël, que la guerre contre l'Iran a été déclenchée. Mais en Israël, on vit cet accord comme une trahison. Oui, il y a un renversement effectivement de l'image de Donald Trump par rapport à son discours à la Knesset, où il y avait une forme de dévotion à son endroit. Et aujourd'hui, une grande partie de la population iranienne, tout bord confondu, tout bord politique confondu du reste, considère qu'il y a potentiellement une trahison des intérêts
de la sécurité d'Israël. Donc il y a une tension très forte, tout simplement parce qu'effectivement, il y a la question du front libanais. Et il se trouve que les Iraniens, très habilement, ont fait valoir que s'il devait y avoir un cessez-le-feu, ça devait être sur tous les fronts, y compris le front libanais. Et donc là, c'est une pression évidemment mise sur la stratégie israélienne au Liban, stratégie opérationnelle militaire, qui aujourd'hui est critiquée par le président Donald Trump, parce qu'il se sent sur une ligne de crête vis-à-vis des Iraniens, qui l'ont habilement poussé à devoir finalement réprimander, entre guillemets, le Premier ministre israélien, qui n'en peut mais, parce que lui, de son côté, de toute façon, il subit la pression de sa politique intérieure, c'est-à-dire à la fois de sa droite, mais aussi du centre et de la gauche, qui l'accuse de ne pas avoir réglé la question du Hezbollah. Donc on voit bien à quel point les choses sont compliquées, et ça va l'être pour Donald Trump, qui veut aujourd'hui se présenter dans une position d'arbitre. Mais le problème, c'est que comme il est signataire, il est partenaire, obligé avec Téhéran sur le protocole, il va être obligé effectivement à un moment de peser de part et d'autre. Et ça va être très compliqué pour lui. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose. Merci également à vous Mathieu Mabin.